Le président égyptien propose un plan pour un cessez-le-feu pour libérer des otages et permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Après la victoire du parti au pouvoir lors des élections législatives contestées en Géorgie, la présidente du pays dénonce une ingérence russe et appelle à des manifestations. Le parti conservateur GERB de l'ancien premier ministre bulgare Boïko Borisov est arrivé largement en tête des législatives. Il s'agit des 7e élections depuis 2021. En Lituanie, l'opposition de centre-gauche remporte les élections législatives. La chef de file du Parti social-démocrate a toutes les chances de devenir première ministre. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a proposé dimanche 2 jours de trêve afin de faire libérer 4 otages dans la bande de Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Bien que l'Égypte joue un rôle clé de médiateur aux côtés du Qatar et des États-Unis, c'est la première fois que le président égyptien propose publiquement un tel plan. Cette étape, selon lui, marquerait à la fois un premier pas vers un cessez-le-feu complet et l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave assiégée. Cette déclaration intervient alors que des frappes israéliennes continuent de faire de nombreux morts. Des bombardements sur une école abritant des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Shati, situé dans le nord de Gaza, ont tué au moins 11 personnes selon les autorités locales. D'après le ministère de la Santé de Gaza, au moins 42 847 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués dans l'offensive israélienne. Au lendemain de la victoire aux législatives du parti au pouvoir, qualifié de pro-russe et anti-européen, la présidente géorgienne et l'opposition ne décolèrent pas. Salomé Zourabichvili, qui appelle la population à manifester, dénonce une falsification du scrutin et une ingérence de Moscou. If it takes to fight for European future, if it takes to go to the streets, rally, stand together, we will do everything. We are not going to give up. Face à un processus électoral entaché d'irrégularités selon des observateurs, Washington et Bruxelles réclament une enquête. Le scrutin devait permettre à la Bulgarie de sortir de l'impasse politique dans laquelle le pays se trouve depuis 2021. Mené par l'ancien Premier ministre Boïko Borisov, le parti conservateur GERB est arrivé largement en tête des législatives de dimanche. Avec 26% des suffrages, le GERB se place devant les libéraux pro-européens qui obtiennent 15% et des nationalistes pro-russes arrivés 3e avec 13% des suffrages. Cette large victoire des conservateurs laisse toutefois place à une grande incertitude. En effet, même s'il est arrivé en tête, le GERB n'a pas réussi à obtenir une majorité et va donc devoir créer des alliances dans un parlement morcelé. Il s'agit des 7e élections législatives en 3 ans et demi dans le pays. Une instabilité politique qui n'est pas sans conséquences. Cette situation a mis en suspens des réformes anticorruption et sur la transition énergétique. La crise politique a également entraîné le report de l'adhésion à la zone euro de la Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne. En Lituanie, l'opposition de centre-gauche remporte les élections législatives face aux conservateurs. Grâce à cette victoire, la chef de file des sociodémocrates, Vilija Blinkevičiūtė, âgée de 64 ans, est connue pour sa défense des questions sociales, a toutes les chances de devenir première ministre. Avec 52 sièges sur 141 que compte le Parlement, le Parti social-démocrate espère former une coalition. Selon les résultats partiels, les démocrates chrétiens de la première ministre sortante, Ingrida Simonit, gagne 28 sièges, alors que le parti populiste, mené par un ancien député, récupère 20 sièges et se place en 3e position. Afin d'obtenir une majorité absolue, le Parti social-démocrate, qui avait déjà dirigé le gouvernement de 2012 à 2016, mise sur une coalition avec l'Union démocratique et l'Union populaire des paysans lituaniens. Ensemble, ils totaliseraient 74 sièges au Parlement. Pedro Sánchez a entamé ce lundi sa première visite officielle en Inde. À son arrivée, il a inauguré en compagnie de Narendra Modi une usine d'assemblage d'avions militaires dans l'ouest du pays.
Un projet né de l'alliance entre le géant indien Tata et Airbus. Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre espagnol en Inde en 18 ans. Depuis le déplacement de Narendra Modi en Espagne en 2017, les relations diplomatiques entre Madrid et New Delhi semblent se renforcer. Le commerce bilatéral entre les deux pays s'élevait à près de 10 milliards de dollars en 2023. L'ancien président bolivien Evo Morales a été victime d'une tentative d'assassinat dimanche matin alors qu'il traversait Cochabamba, une ville du centre du pays. Sur des images publiées par Evo Morales lui-même sur les réseaux sociaux, on entend au moins 14 coups de feu qui ont touché le véhicule. Le conducteur a été blessé au bras et à la tête. L'ancien président bolivien affirme que l'attaque a été commanditée par l'opposition. Une enquête policière est en cours pour pouvoir confirmer cette thèse. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans plusieurs villes italiennes pour appeler à la paix à Gaza et en Ukraine. Ici, à Rome, un drapeau géant aux couleurs de la paix a été déroulé devant le Colisée. 10 000 personnes étaient réunies dans la capitale. La manifestation était organisée par plusieurs partis d'opposition de centre-gauche, par des syndicats ou encore par des organisations qui défendent le désarmement ou s'occupent des médecins de guerre. Les manifestants ont condamné le nombre élevé de civils tués dans les guerres à Gaza et en Ukraine. Ils exhortent le gouvernement italien et la communauté internationale à relancer une conférence de paix sous l'égide des Nations Unies. Ils étaient des milliers à manifester dans la capitale portugaise samedi contre les violences policières et le racisme après la mort lundi dernier d'un homme noir âgé de 43 ans. Ce père de famille, originaire du Cap-Vert, ancienne colonie africaine du Portugal, a été abattu de 2 balles par un officier de police âgé de 20 ans. Durant 4 jours, des violences ont éclaté dans les quartiers populaires de Lisbonne où vivent d'importantes communautés immigrées. Les manifestants, qui défilaient de façon pacifique, ont scandé des slogans tels que « Pas de paix sans justice »,« Violence policière, héritage colonial ». Sur les pancartes, on pouvait lire « Arrêtez de nous tuer, le racisme tue » ou encore « Black Lives Matter ». Dans le même temps, le parti d'extrême droite Chega a organisé une manifestation en soutien aux policiers. Ce dernier, selon les médias locaux, a été mis en examen pour homicide. Depuis la mi-octobre, la Chine impose des taxes anti-dumping temporaires sur les importations de brandy européens. Pékin applique cette politique tarifaire après que la Commission européenne a déclaré vouloir imposer des droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Une mesure qui inquiète les producteurs de cognac dans le département français de la Charente, alors que 99% du spiritueux français a été importé par la Chine l'année dernière, représentant pour eux plus d'1 milliard d'euros de revenus. Nous sommes pris en otage d'une situation dans le cadre d'un conflit entre l'Europe et la Chine sur les véhicules électriques. Cognac n'y est strictement pour rien, on est complètement sacrifié. Donc on peut encore rattraper la situation. Il en va de notre gouvernement de trouver des solutions, de se rapprocher de la Chine et de voir quelles discussions il peut y avoir hors Europe. Je rappellerai que la Chine, c'est notre premier marché en valeur, j'insiste beaucoup, notre deuxième en volume. Déjà fragilisé par des conditions météorologiques défavorables cette année, et en première ligne de la guerre douanière entre l'Union européenne et la Chine, les producteurs de cognac craignent que la décision de Pékin ne menace encore un peu plus l'avenir de leur métier. Venir rajouter ce sujet des taxes chinoises qui nous ferait perdre notre deuxième marché, ça entraînerait des conséquences catastrophiques pour tous les opérateurs, viticulteurs, négociants et toute la filière qu'il y a autour de nous. D'autres eaux-de-vie produites en Europe sont également concernées par les mesures chinoises, notamment l'Armagnac ou encore la grappa italienne. Les photographies d'Esther Horváth, qui constituent la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition à Budapest, en Hongrie, ont toutes été prises dans le village norvégien de Ny-Ålesund, considéré comme l'épicentre du réchauffement climatique.
À travers ces clichés, la photographe veut démontrer que le changement climatique ne se produit pas du jour au lendemain. La recherche sur ses effets est complexe et demande de la patience. Et depuis les années 90, de plus en plus de femmes participent à ces travaux. Lehetsz egy érzékeny, törékeny nő, és mégis imádhatod a hideget, és mehetsz egy ilyen nagy kihívásokkal teli útra, élhetsz ilyen helyeken, mert ez teljesen független, hogy valaki nő vagy férfi, ez igazából attól függ, hogy szereted a hideget, vagy nem szereted a jeget, vagy nem. Ez csak ettől függ, és egy inspirációt szeretnék ezekkel a képekkel adni a fiatal generációnak, hogy talán láthatják önmagukat, hogy lehetek egy szakács és dolgozhatok egy ilyen expedíción, lehetek egy kutató, lehetek egy diák, és hogy ezeket el lehet érni, hogyha az ember ezt szeretné. Le réchauffement climatique est souvent uniquement associé par le grand public à des chiffres, des dossiers et à des rapports. Mais à travers ses photographies, Esther Horváth veut montrer les êtres humains qui se cachent derrière toutes ces données scientifiques. Milyen kutatások zajlanak nap mint nap, meg ahhoz, hogy megértsük a klímáknak a változását, az nagyon hosszú periódusokra van szükségünk, és ez a klímakutató és környezeti kutató falu, New Allison, amiről a kiállítás szól, az 1963-ban alapult, és azóta zajlanak kutatások minden nap, kivétel nélkül. Esther Horváth a photographié 25 expéditions d'exploration dans l'Arctique depuis 2015. Son travail a été récompensé par le World Press Photo et le prix national géographique Wayfinder, entre autres. L'exposition photographique Étoiles nocturnes de l'Arctique est visible au Kappa Center de Budapest du 25 octobre au 31 janvier.